nourrit la réflexion. Moi, ce qui me vient en tête quand on approche la question du travail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas approcher que la question du travail. On doit approcher dans le même temps la question du travail, bien entendu, mais également la question de la fiscalité et derrière la question de la monnaie et de la création monétaire. Et si finalement on se laisse enfermer que dans la dimension du travail, on perd deux dimensions extrêmement structurantes, c'est-à-dire qu'on se met, par définition, si on n'approche pas la question de la création monétaire, on se met dans un monde qui est contraint et donc au service aujourd'hui de la finance. Et si on ne touche pas à la question fiscale, on reste dans une logique qui est celle qui a explosé depuis les années 70 et dont parlait Guillaume un peu plus tôt dans un atelier, à savoir une accumulation de richesses et un rapport entre le capital et le travail complètement déséquilibré. Les gains de productivité des débuts de l'ère numérique, des prémices de l'ère numérique au début des années 70, avec une accélération dans les années 80 et les politiques réganiennes, ont mis une pression très forte sur le travail. Ça part dans la valeur ajoutée a baissé d'une quinzaine de points dans tous les pays occidentaux. Et donc, si on ne touche pas ni à la monnaie ni à la fiscalité, finalement, on en vient à se dire comment on va défendre des acquis ou obtenir des acquis dans un système qui est défavorable à tous ceux qui sont actifs ou à l'immense majorité de ceux qui sont actifs. Donc, ne jamais oublier de dézoomer cette dimension-là. La deuxième chose, et qui me semble au cœur des propositions de l'écologie politique, c'est la question du sens. Et finalement, je crois que ça a traversé d'ailleurs toutes ces journées du matin aux ateliers de l'après-midi, la question du sens de l'activité. Et je disais dans mon mot d'accueil ce matin, finalement, de l'authenticité qu'on recherche dans notre activité, avec à la fois le travail et son étymologie de tripalium, de torture, de contrainte, et le travail dans son étymologie d'œuvre, où on a besoin de se réaliser, d'avoir finalement une utilité sociale. Et l'un des problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui, et évidemment les conséquences du chômage dans leur précarité économique, leurs conséquences sur la santé, leurs conséquences sur le mal logement, mais c'est aussi le désœuvrement, et au sens étymologique du terme, le désœuvrement. J'ai toujours en tête la première phrase de la déclaration de Philadelphie. Donc après la guerre, on a pondu 2-3 textes, le Conseil national de la résistance, mais au niveau international, une mécanique qui s'appelait Bretton Woods et le texte de l'OIT sur la déclaration de Philadelphie. La première phrase, c'est « Le travail n'est pas une marchandise ». Et je crois que ça en dit en fait beaucoup sur la réintroduction du sens et la réintroduction en fait du sens dans l'échange économique. On en a parlé également toute la journée autour de la robotisation. Notre problème est bien de rester humain, d'avoir du sens dans nos échanges, de dire que quand je produis un travail, j'ai plaisir à le produire parce que je vais l'échanger avec quelque chose d'autre, même si ce travail-là, il peut être pénible, même s'il faut que je me batte pour mes conditions de travail, même s'il faut que je me batte contre la souffrance au travail. Mais cette question de la déshumanisation, finalement, on doit l'aborder là-dedans. Donc voilà un peu le cadre général dans lequel il y a des mutations extrêmement fortes qui sont à la fois le fait que donc ce rapport capital-travail extrêmement défavorable et qui continue, et puis on a parlé de productivité, mais moi je me rappelle de mes débuts en usine au milieu des années 90, donc sortant pas encore démoulé de l'école, arrivant dans le monde du travail, donc où le chômage de masse était déjà un problème assez majeur. Et quand j'arrivais dans l'usine, en regardant la façon dont c'était organisé ou on va dire peu organisé, on disait en fait on a c'était à l'époque 2 millions de chômeurs, mais on pourrait en avoir le double si on faisait tout de façon suroptimisée. Et finalement, cette question du rapport entre le capital et le travail et du partage des gains de productivité, c'est un élément central. Deuxième mutation, la numérisation, on y est depuis les années 70, mais il y a une nouvelle accélération avec la robotisation. Troisième mutation, qui est celle-là plus réjouissante, ou en tout cas qui
va dans deux sens. C'est que nous avons l'histoire de l'humanité a été une histoire pour une longue part de se libérer de la souffrance du travail et du temps. Finalement, cette productivité, toute l'intelligence qui a été mise dans la productivité humaine, aujourd'hui, le défi d'aujourd'hui et l'envie et le sens, c'est de la mettre non plus en train d'économiser du temps, mais d'économiser de l'eau, de l'énergie, des terres foncières, de la biodiversité, des matières premières, et de lutter contre le dérèglement climatique et les pollutions. Et donc finalement, la question du sens rejoint la question sociale et la question des réserves de la planète et des limites de la planète de façon majeure. Nous avons là un axe très fort, je crois, et qui va dans le bon sens si on arrive à orienter donc l'intelligence humaine, non plus sur l'économie du travail humain, mais sur l'économie du dérèglement climatique, de la pollution et des 5 ressources limitées de la planète. Dans ce sens-là, finalement, on en revient à, comme piste d'action, un triptyque des 3 R, de reconversion, relocalisation, redistribution, qui finalement questionne la façon dont ce qu'on fait, reconvertir, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, redistribuer évidemment et relocaliser pour retrouver de l'humanité. Retrouver du lien direct, c'est ce que nous faisons nous quand on fait de la commande publique et que pour travailler avec, à la fois pour travailler avec des acteurs locaux de l'alimentation, mais également pour retrouver ce contact humain, on met dans nos cahiers des charges le fait qu'il faudra que le producteur de pommes il puisse venir expliquer aux enfants pourquoi, comment il fait ses pommes et pourquoi et c'est quoi le processus. Et finalement, on retrouve là le sens des choses pour celui qui consomme. C'est pas juste, il n'est pas en train de manger un truc qu'il nourrit, mais il retrouve du sens, il retrouve la richesse du travail humain qui a été mis derrière, et on retrouve également une logique de relocalisation extrêmement forte. Autre dimension qui s'articule sur ces 3 R, donc l'alimentation est une puissance forte, je crois, parce qu'on retrouve là du sens et le sens du travail. Les biens communs également, parce que c'est là que peuvent se remettre en fait du contrôle démocratique autour des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie, des réseaux, ça pourrait être des réseaux numériques si on ne les avait pas gentiment donnés pour tout ce qui était profitable aux grands opérateurs. On a là un puissant cheval de bataille et pour lequel les collectivités locales partout en Europe, on l'avait vu au moment de la biennale des villes en transition, prennent des initiatives pour remettre la main sur des biens communs et pouvoir les gérer de façon collective, avoir une gouvernance collective là-dessus. Et puis également, évidemment, développé par des normes et des incitations, finalement, influer sur l'enjeu majeur qui est de dire, à partir d'un modèle où on sait ce qu'on ne veut plus, on sait à peu près ce qu'on veut, la question c'est à quelle vitesse on arrive à freiner ce qu'on ne veut plus et à faire pousser ce qu'on veut. Là-dessus, tout ce qui se développe autour de l'économie, évidemment du recyclage ou de l'économie circulaire, tout ce qui se développe autour de la prévention, on a un défi majeur, que ce soit dans la santé, mais également dans les économies de ressources, autour de comment on valorise le travail de prévention. Ça va être un élément majeur. Qu'on essaye, on fait des expériences là typiquement d'embaucher des médiateurs pairs en santé qui vont faire donc des habitants d'un quartier qui vont faire de la médiation de santé dans le quartier pour faire de la prévention. Mais la question c'est comment on valorise ça collectivement. Dans cette dimension de normes, on peut évidemment penser à tout ce qui va dans la lutte contre les pollutions. C'est pour notre territoire par exemple la pollution de l'air, qui génère du coup aussi des nouvelles opportunités, que ce soit en termes de mode de déplacement, en termes de notre centre de distribution urbaine pour mutualiser les colis, etc. Tout cela, finalement, doit passer derrière par une lutte qui était à la mode après la crise de 2008, qui ne l'est plus trop. C'est la lutte pour des indicateurs, puisque on est reparti à fond, comme ce qu'on fait depuis 40 ans, et ça a peut-être marché, enfin, on va écarter tous les dommages collatéraux des 30 glorieuses, mais on va dire que c'est des indicateurs qui ont été créés après-guerre, qui connectaient des bilans sociaux et des améliorations de bien-être.
les indicateurs de croissance du PIB sont à nouveau la seule chose que l'on regarde. Et donc la lutte pour les indicateurs est fondamentale. Si on ne revient pas finalement à forger le débat public autour de choses qui ont du sens pour nous, on ne peut pas d'ailleurs trouver les bonnes solutions. De même que si on n'embrasse pas la question du travail dans sa dimension totale, on ne pourra pas lutter. Le chômage réel en France, c'est 30% sur le périmètre de l'activité salariée privée. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en France 15 millions d'actifs salariés du privé n'étant pas inscrits à Pôle emploi, et nous avons entre 7 et 8 millions de personnes qui sont en situation de sous-emploi, ou bien inscrits à Pôle emploi, ou bien au RSA sans activité, ou bien dans les missions locales sans activité et sans formation. Donc on est à 8 millions qui cherchent un emploi pour 15 millions qui n'en cherchent pas, puisque derrière, la question de l'emploi public ou des professions, on va dire, indépendantes, qui ont des conditions de travail décentes, est extrêmement limitée. Donc battons-nous également pour les indicateurs, ça fait partie du spectre. Il y aura au mois de juin, d'ailleurs, à Grenoble, un forum international sur ces indicateurs de bien-être qui sont un combat, parce que c'est ça qui forge le débat public. Et c'est ça qui questionne la question du sens. Si on n'arrive pas à poser ce débat-là en ces termes, on reste finalement enferré dans des logiques qui nous sont défavorables à tous les points de vue. Voilà, en trop longtemps.